J'en ai marre de voir le monde arabe faire absolument n'importe quoi, et je dis bien n'importe quoi, avec son pognon. À une époque, évidemment, au 9e siècle après Jésus-Christ, et jusqu'au 15e siècle, le monde arabe avait la suprématie mathématique dans le monde. Devant la Chine, devant l'Inde, il fabriquait les meilleurs astrolabes sur Terre. Il inventait la notion qui allait plus tard devenir celle d'algorithme. Il était le leader en algèbre, et oui, algorithme, algèbre, tout ça, c'était des mots arabes. Il introduisait la plantation des plantes à parfum dans le sud de la France. Les alambics de Grasse, c'est la présence arabe. Et il laissait des noms comme Ramatuel, Rahmatullah, sur le sol français aussi. À une époque donc, le monde arabe était synonyme de ce que l'on appellerait aujourd'hui Silicon Valley. Leadership en matière d'astronomie, en matière de mathématiques, en matière d'urbanisme, en matière de médecine, en matière de sociologie avec Ibn Khaldoun. Mais tout ça, c'était vraiment une autre époque. Aujourd'hui, je vois un monde arabe qui peut crouler sous les richesses et qui fait n'importe quoi avec son argent. Un n'importe quoi tellement stupide, tellement égocentré, tellement arrogant qu'on peut se demander si ce n'est pas une sorte de concours. Après tout, du temps des Romains, on avait Néron qui construisait une statue dorée de lui-même devant ce qui allait être l'amphithéâtre Flavien, et oui, on l'appelle le Colisée, cet amphithéâtre, alors qu'en fait son vrai nom c'était l'amphithéâtre Flavien de la dynastie des Flaviens, avec Vespasien notamment. Vespasien qui a construit cet amphithéâtre avec de l'argent qu'il avait volé en Judée, et qui a d'ailleurs déporté à l'époque des Juifs jusqu'à Cologne. Mais ce Néron, qui est aussi bien sûr la honte pour toutes les religions abrahamiques, les chrétiens considèrent bien que Néron est un symbole de l'ego débridé, va créer un nouveau veau d'or en fait en faisant une statue de lui-même, comme ça. Voilà, dans Rome, utiliser l'argent de Rome pour faire une statue d'or. Et là aussi, toutes les religions abrahamiques s'accordent à dire que c'est complètement stupide, que c'est n'importe quoi. D'ailleurs, en islam, les statues, dorées ou pas, sont assez mal vues. Mais je ne comprends pas comment, dans le monde arabe, on en arrive à faire comme Néron, en fait. Prenons le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, en 1970, avait des réserves de pétrole, à peu près équivalentes au volume du lac Léman. Le lac Léman doit être autour de 89 km3 de volume d'eau. Et il n'appartient pas entièrement à la Suisse, au passage, puisqu'il est partagé avec la France. Et les réserves prouvées de pétrole en Arabie Saoudite, en 1970, c'était de l'ordre de 530 milliards de barils, ce qui nous donne à peu près 84 km3, donc à peu près la taille du lac Léman en pétrole. Et on parle de réserves récupérables. Aujourd'hui, rien que le gisement de Gawar, c'est à peu près le volume du lac de Neuchâtel, en pétrole et en gaz. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Arabie Saoudite croule sous le pognon. L'entrée en bourse de Saudi Aramco a été la plus grosse entrée en bourse de l'histoire. Et Saudi Aramco aujourd'hui est autour de la valeur d'Apple. Apple, une société qui s'est faite lentement, après avoir failli mourir plusieurs fois, une société qui est entrée en bourse relativement modestement dans les années 80, même si à l'époque c'était une grosse entrée en bourse. Aujourd'hui, tout de même, c'est plus de 40 ans après l'entrée en bourse d'Apple que nous avons une valeur de l'ordre de 2500 milliards de dollars, ce qui est énorme, mais ce qui est ce que l'Arabie Saoudite a eu avec Saudi Aramco du jour au lendemain. Que vont-ils faire avec cet argent ? Ils pourraient créer des rivières inversées. Muammar Kadhafi a créé le plus gros système de rivières artificielles de l'histoire, en Libye, avec beaucoup moins d'argent. Et avec l'argent dont disposent les Saoudiens, on pourrait développer des technologies nouvelles qui révolutionneraient le monde en matière énergétique ou en matière donc d'eau potable. On pourrait créer des rivières qui partent de la mer, qui finissent dans les terres, qui dessalent l'eau de mer à très haut volume. Et en fait, c'est comme ça qu'on change le monde. C'est pas en gaspillant ses richesses n'importe comment, comme a fait l'Empire espagnol, qui croulait sous l'or et l'argent après avoir pillé le Pérou et après avoir pillé l'Amérique latine en général, mais c'est en innovant. Le Royaume-Uni n'avait pas accès à toutes ces quantités d'or, mais a inventé la machine à vapeur, a développé la révolution industrielle et est devenu la première puissance mondiale pendant 150 ans, grâce à cette révolution. Et pas donc grâce à ses réserves d'or insolentes. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'Arabie Saoudite et hélas l'Égypte aussi, qui était réputé être un pays moins stupide que l'Arabie Saoudite, et aussi le Qatar, avec la Coupe du Monde actuelle, où des machines géantes à climatiser vont être utilisées dans les stades, où des esclaves se voient confisquer leur passeport, où des ressortissants de pays étrangers sont réduits dans un état d'esclavage et voient leurs droits bafoués, ou sont intimidés, et en tout cas détenus arbitrairement, on voit l'Arabie Saoudite qui, avec ses réserves considérables de pétrole, s'est dit tiens, je vais construire une ville de 170 km de long, en forme de ligne, de 400 mètres de haut, avec des miroirs. Un commentateur a dit, on dirait un enfant sur SimCity avec le cheat argent gratuit activé. Parce que c'est vraiment ça. L'Arabie Saoudite, qui pourrait résoudre la crise de l'eau potable dans le monde, qui pourrait investir dans les mathématiques, dans les sciences, avec une portion ridicule de ce budget, le budget du CNRS par exemple en France c'est 6 milliards. 6 milliards. Et Saudi Aramco côté en bourse c'est donc 2500 milliards comme Apple. Et avec 6 milliards on a le CNRS, on a les médailles Fields, on a le prix Nobel, on a certes une valorisation de nos brevets qui est ridicule, mais ça c'est un problème culturel. La majorité des gens dans le CNRS pensent que les brevets sont stupides et ne constituent pas de recherche réelle, et pensent que les valoriser financièrement serait à la limite du vulgaire. Mais, en tout cas avec 6 milliards, on arrive à faire la recherche française dans une grande partie de son volume.
Et donc, que veut faire l'Arabie Saoudite? Alors, prétendument avec 530 milliards seulement. Bon, d'entrée de jeu, je peux vous le dire, il n'y a pas la moindre chance que les projets complètement dingues de Neom puissent se faire avec 530 milliards. Une ville de 170 km de long, 400 mètres de haut, avec des miroirs, des milliers et des dizaines de milliers d'escalators certainement. Une voie de chemin de fer au centre linéaire, donc aucune résistance au risque. Une fragilité totale, commençons par là d'ailleurs. Comme Angle d'attaque pourquoi Neom est un projet complètement stupide. Demandez à Nassim Nicolas Taleb, la fragilité absolue. On essaie de suroptimiser un système sur une ligne, on essaie de faire un machin qui sort direct vraiment du cerveau d'enfant gâté. Qui s'est dit tiens, j'ai eu un génie, j'ai grandi avec un génie. Et le problème du génie des mille et une nuits, c'est que c'est lui qui est un génie, c'est pas la personne qui l'utilise. Quelqu'un qui peut demander à son génie, voilà, donne-moi ce que je veux, c'est pas un génie lui-même. Quelqu'un qui a grandi dans un monde où des montres Grebel forçaient à 300 000 $ tombaient du ciel. Quelqu'un qui a grandi dans un monde où les Rolls-Royce pouvaient être utilisés comme voiture balai. D'ailleurs, un mania indien avait fait ça. Il était rentré chez un concessionnaire Rolls-Royce au Royaume-Uni. On lui avait dit qu'il ne pourrait pas se les payer. Alors, se sentant insulté, il a acheté des Rolls-Royce. Il en a fait des voitures balai pour son royaume. Ben, quelqu'un qui avait des moyens très supérieurs à ce Maharaja indien ne peut pas être intelligent. Et c'est bien ça le problème. Il va donc commander un nouveau jouet à la hauteur de son ego, mais qui est une insulte à l'intelligence. Parce que une ville de 170 km de long, dont les façades seront des miroirs de 400 mètres de haut, avec une voie de chemin de fer à lévitation magnétique, on imagine bien, complètement linéaire et différents métros, et pas de capacité de subvenir à ses propres besoins alimentaires, c'est une stupidité. Ça ne se fera pas, ça va jeter de l'argent par les fenêtres, et le simple fait que l'Arabie Saoudite ait considéré qu'en tant qu'État souverain, elle pouvait pousser un projet pareil et le montrer, le présenter comme sérieux, montre bien un problème considérable aujourd'hui dans le monde arabe. Heureusement, pas tout le monde arabe, et on l'avait bien vu avec la Libye, parce que bon, Kadhafi avait un problème d'ego, mais au moins, il mettait pas la totalité des ressources de la Libye au service de son problème d'ego. Et quand on critiquait l'ego de Kadhafi avec son besoin d'avoir des femmes gardes du corps et puis de faire des conférences sur l'islam à Rome avec des salles remplies de mannequins, bon, c'était relativement véniel, on n'était pas dans le niveau de l'affaire Epstein. On n'était pas dans le niveau des accusations de pédophilie gravissimes qui ont parcouru l'Occident, et qui continuent à le parcourir, et pour lesquelles d'ailleurs aucune inculpation réelle n'a eu lieu, à part celle de Ghislaine Maxwell, et l'assassinat, soyons clairs, de Jeffrey Epstein. Mais au moins Kadhafi utilisait l'argent de la Libye pour faire cette rivière souterraine la plus grande de l'histoire. Là, l'Arabie Saoudite va jeter son argent par les fenêtres, et sans vente, et prétend même demander de l'argent étranger pour faire cette gigantesque orgie, ce gigantesque feu de joie, avec les réserves de pétrole dont elle dispose. Là où la Norvège, par exemple, crée un fonds d'investissement tout à fait régulier, un fonds d'investissement tellement riche aujourd'hui qu'il pourrait donner plusieurs dizaines de milliers de dollars à chaque Norvégien s'il le souhaitait. Et donc dans Neom, on a une cité octagonale mi-mer, mi-terre, on a cette ligne de 170 km de long, et on a un lac artificiel en pleine montagne. Voilà, que demande le peuple. Accessoirement, la ligne de 170 km va traverser le territoire de tribus en Arabie Saoudite qui sont déjà aujourd'hui déplacées et déracinées de leur terre ancestrale par le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 2500 milliards, bon sang? Qu'est-ce qu'on peut faire? La fusion nucléaire, et bien sûr le dessalement de l'eau de mer, et bien sûr verdir le désert, et tant de choses intelligentes. Concernant cette ville-là de 170 km, le simple fait que les façades soient en miroir. À Londres, on a eu le walkie-talkie, bâtiment conçu par des architectes pour impressionner d'autres architectes. Le problème de ce qui se passe quand on fait du design pour impressionner ses pairs, à savoir on fait de la merde, hein. Prenez le presse-citron de Philippe Stark, ça vous donnera une très bonne idée. C'est pas fait pour presser des citrons, c'est fait pour presser votre porte-monnaie et votre patience. Mais ça a été fait pour impressionner d'autres designers. Quand on fait un bâtiment pour impressionner d'autres architectes, on fait le walkie-talkie qui a fait fondre des Porsche Cayenne parce que c'était une surface concave et qu'elle a donc concentré les rayons du soleil. Et que elle a fait fondre des Porsche Cayenne. Alors certes, la ligne de Neom n'est pas une surface concave, mais elle fait 400 mètres de haut sur 170 km de longueur. Et c'est un miroir en plein désert saoudien. Est-ce qu'ils ont un tout petit peu anticipé les conséquences d'avoir un miroir de cette taille en plein désert? Pour rien, si ce n'est garder un tout petit peu au frais cette ville miracle qui de toute façon sera climatisée. Et de toute façon, ne respecte aucune des règles de l'urbanisme. Et sert, encore une fois aujourd'hui, à n'être qu'un gadget pour orner l'ego d'un souverain malade, parce qu'on peut pas dire les choses autrement. Alors certes, en France, on le présente comme un grand démocrate parce qu'il donne à la Macronie, mais je peux pas dire les choses autrement. On a un enfant gâté qui a voulu montrer qu'il avait des jouets plus gros que les autres. En face, on a donc le Qatar qui a voulu montrer qu'il avait un jouet plus gros que les autres, à savoir le PSG d'une part et la Coupe du Monde de la FIFA d'autre part. Très bien. Cette Coupe du Monde est donc déjà une violation massive des droits de l'homme, mais la France a tellement... Enfin, des gens en France ont tellement touché d'argent avec qu'ils vous disent, sans trembler des genoux, il est trop tard pour la boycotter, ma bonne dame, vous savez, hein. On peut faire des sanctions contre la Russie du jour au lendemain, mais le Qatar qui pratique l'esclavage, qui viole les droits de l'homme, qui tue des gens, et qui va climatiser le désert pour sa Coupe du Monde, bah... non, c'est trop tard, ça faut pas le boycotter. Et donc en face de l'Arabie Saoudite, on a l'Égypte qui, pour ne pas être en reste, a décidé de créer un nouveau Versailles en dehors du Caire, avec des pelouses arrosées en plein désert. Bah oui, parce qu'on manque d'eau évidemment dans la région, mais quelle meilleure utilisation possible de l'eau que de faire des pelouses arrosées à l'anglaise?
Et puis donc ils vont créer un truc plus grand que le Pentagone pour le quartier militaire, parce que l'Égypte maintenant c'est comme le Pakistan, c'est comme Israël, c'est pas un pays avec une armée, c'est une armée avec un pays. Et du coup cette armée a décidé de s'éloigner le plus possible des villes, là où il y a des vrais problèmes, que l'argent égyptien aurait pu un tout petit peu régler, comme les bidonvilles, comme ces jeunes qui aujourd'hui vivent dans des cimetières. Et oui, aujourd'hui en Égypte, vous avez des jeunes qui vivent dans des cimetières, sur des pilotis, au-dessus des tombes. Alors on me dirait oui, mais bon, Paris c'est pareil, parce que c'est les catacombes, il y a plus de morts que de vivants à Paris à tout moment, c'est exact, hein, il y a plus de morts que de vivants à Paris, même quand les banlieusards viennent travailler à Paris, et je compte ces gens-là comme vivants, n'en doutez pas. Eh bien, Paris est un cimetière géant, mais au moins c'est pas sur les tombes directement qu'on vit, je veux dire, elles sont sous les catacombes, etc. Ça y est, on a mis des rues par-dessus. Mais non, là, en Égypte, on a des bidonvilles, on a quasiment pas de signalisation pour le trafic. On a des problèmes très graves, on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui meurent toutes les semaines ou tous les mois en Égypte, rien qu'au Caire, à cause de problèmes de la circulation, puisque la circulation n'est pas du tout réglée là-bas et que donc il n'y a pas de signalisation. Et dans un pays qui a besoin d'éducation, d'eau potable, de nouveaux bâtiments pour son peuple et de nouvelles universités, de nouveaux hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un Versailles géant avec le plus grand drapeau du monde. Ah oui, ça c'est important d'avoir le plus grand drapeau du monde, vous imaginez bien, hein, c'était avant Corée du Nord, bah maintenant on est content, on va avoir le plus grand porte-drapeau et le plus grand drapeau du monde en Égypte. Ça c'est une contribution importante, ça c'est du bonne utilisation de l'argent public. Et puis donc on va avoir un truc plus grand que Central Park avec des pelouses arrosées en plein désert sans aucune pergola, ne serait-ce que pour les maintenir un tout petit peu à l'ombre, hein, juste un tout petit peu ça. Et un machin plus grand que le Pentagone, qui vraiment est un Versailles, parce que qu'est-ce que c'était Versailles ? C'était Louis XIV qui voulait fuir la Fronde, qui avait vu ce que c'était qu'une insurrection populaire, et qui pour consolider son absolutisme a décidé de créer le siège du pouvoir exécutif et du pouvoir absolu en France, loin de Paris, à Versailles, où il a mobilisé du travail forcé, bien entendu, pour créer ses canaux, pour créer ses jeux d'eau, pour créer ses aqueducs. Ok, très bien, mais à peine 100 ans après la mort de Louis XIV, même pas 100 ans, il est mort en 1715, eh bien, 1789, ça y est, c'était la Révolution, et Versailles allait devenir un bien public. Donc au minimum, ce Versailles, bon, que Monsieur Apathy veut détruire, mais c'est certainement parce qu'il n'est pas une autorité en matière patrimoniale. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai ? Je raserai le château de Versailles. Ce Versailles, au moins, participe de la grandeur française. Mais pourquoi ? Parce qu'il a mobilisé de vrais génies, à l'époque, qui pour la Galerie des Glaces avec Saint-Gobain, ce qui allait devenir Saint-Gobain, et qui pour ses jardins avec le nôtre, qui était un vrai génie. Mais là, l'Arabie Saoudite et l'Égypte n'ont même pas le bon goût de faire venir de jeunes génies en architecture, ou d'en faire émerger, mieux, d'en faire émerger de leur pays. Il y a de l'intelligence dans le monde arabe, il y en a plein. Il y a des jeunes qui sont brillants dans le monde arabe. Encore aujourd'hui, on a un leadership mathématique au Maghreb réel par rapport au reste de l'Afrique. Et même par rapport au monde, on a un potentiel d'avoir qui aux Émirats Arabes Unis, qui en Algérie, qui au Maroc, et qui en Égypte. L'Égypte tout de même qui a sorti le prix Nobel Ahmed Zewail. Et non, on continue à jeter l'argent par les fenêtres, à mépriser les talents locaux. Et alors qu'on aurait pu investir dans les génies qui existent en Arabie Saoudite, hommes et femmes d'ailleurs, je suis certain qu'il y a des femmes architectes brillantissimes dans tous ces pays, qui auraient pu proposer un usage d'un centième de l'argent mobilisé pour Neom, à savoir 5 pauvres milliards. Bon, avec 5 milliards, on fait quand même le siège d'Apple, hein. Et on fait donc presque un an de fonctionnement du CNRS. Je suis sûr que plein de gens auraient pu proposer des solutions innovantes, brillantes, radicales, alternatives, de nouvelles révolutions industrielles, investissement dans l'économie polienne par exemple, par laquelle on va consommer nos déchets, plutôt que d'en produire. Mais non. Comme l'Espagne, au XVIIe siècle, on a décidé de jeter l'or, l'argent, et maintenant le pétrole par les fenêtres. Donc, je résume. Au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des nouveaux quartiers intelligents, au lieu d'investir dans les centrales nucléaires à fusion, au lieu de dessaler l'eau de mer, d'investir dans les mathématiques, au lieu de construire dans le désert, au lieu d'investir dans les géopolymères, qui nous permettraient de construire dans le désert, au lieu d'investir dans la prochaine révolution industrielle, l'Égypte crée un Versailles alternatif, loin des villes pour séparer son élite militaire de son peuple turbulent. Ah oui, j'oubliais, ce nouveau Caire avait déjà été voulu par l'ancien dictateur. Donc on est en train de créer un nouveau Caire en fait, avec de l'argent public, encore une fois jeté par les fenêtres. Va faire le plus grand drapeau du monde, un truc de la taille de Central Park arrosé en plein désert, sans pergola, youpi. Et l'Arabie Saoudite, juste en face, veut créer, ne le créera jamais, soyez-en sûrs, une ville miroir de 400 mètres de haut avec des dizaines de milliers d'escalators, un contrôle total de la population, une déficience en vitamine D en plein désert pour les gens qui vivront en dessous, c'est superbe. Arriver à avoir une déficience en vitamine D en plein désert, c'est beau. Et un port mi-terre mi-mer octogonal et un lac artificiel. Tout ça pour une fierté arabe mal placée, et cette fierté arabe évidemment ne concerne pas le peuple arabe mais concerne celle de ses dirigeants, et cette fierté elle est évidemment mal placée parce que la fierté ça se conquiert par l'intelligence, par le génie, par la brillance, et le monde arabe est brillant, a le potentiel d'être brillant, mais aujourd'hui ses leaders font absolument n'importe quoi avec son argent. Et on a bien vu avec les Émirats Arabes Unis qui nous ont montré ces deux extrêmes, parce que d'un côté on avait Abu Dhabi qui gérait très bien son argent, et Abu Dhabi a investi dans quoi ? Dans la culture, dans un musée, pas dans les influx voleurs de Dubaï, pas dans les scams, dans les escroqueries, dans le paradis fiscal. Non, Abu Dhabi a investi dans le Louvre Abu Dhabi, qui possède le Salvator Mundi d'ailleurs. Vraie preuve d'ouverture, puisque le Salvator Mundi, pour les Wahhabites, est une malédiction. C'est interdit de représenter Jésus, qui est un prophète de l'islam, pour un Wahhabite. Bon, eh bien, le musée du Louvre Abu Dhabi reconnaît que c'est un patrimoine chrétien très valable, remarquable. Et que même si c'est une œuvre qui a été lourdement modifiée et qui est pas complètement de la main de Léonard, elle a sa place dans un superbe musée, et Abu Dhabi surtout a l'Abu Dhabi Investment Authority, qui est un très bon fonds souverain, qui est même en fait la référence absolue des fonds souverains, avec le fonds de pension norvégien Statoil,
Et en face, on a Dubaï, qui est ruiné. Et j'ai vu des gens qui n'y connaissaient vraiment rien en économie, qui ne savaient même pas que Dubaï était ruiné. Ils disaient, mais comment ça, Dubaï est ruiné? Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Mais si, Dubaï est ruiné. Dubaï n'est maintenu que grâce à l'argent d'Abu Dhabi. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que la tour Burj Dubaï a été rebaptisée Burj Khalifa. La fameuse tour Burj Dubaï, Burj Khalifa donc maintenant, qui n'a pas d'accès au tout à l'égout. Oui, on va construire la plus haute tour du monde, on va pas la mettre d'accès au tout à l'égout. Ça, ce serait avoir une intelligence pratique. Alors Londres, qu'a fait Londres pendant la révolution industrielle? Elle a créé le premier grand réseau d'égouts de l'époque moderne. Et c'était un méga projet, ça coûtait une fortune. Mais elle l'a fait. Parce que c'est ça l'intelligence. C'est pas claquer son argent dans des villes de 170 km de long avec 400 mètres de haut et des miroirs. Non, l'intelligence c'est ça. C'est sortir les poubelles des gens. Comme le rappelle Christine Boutin. Allez, on va atteindre le point Boutin face au monde musulman. Mais le monde musulman, quand il était brillant, eh bien, construisait des hôpitaux dans la ville circulaire de Bagdad. Certes, c'était une ville circulaire, mais elle s'est étendue rapidement. Et surtout, elle avait la construction la plus intelligente de son époque avec de grands génies. Et elle avait fait appel à des architectes chrétiens, des financeurs juifs et des planificateurs bouddhistes ou l'inverse. Mais rien de tout cela pour ses projets pharaoniques, c'est le mot. Et d'ailleurs, ça me rappelle le maître soufi Alaoui, fondateur de la confrérie Alaouia, qui quand on lui avait demandé ce qu'il pensait de Paris, avait dit « c'est Pharaon sans Moïse ». Eh bien aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont devenus pharaons sans Moïse. Et on a besoin de rappeler au monde arabe qu'il a été, à une époque lointaine, le monde le plus intelligent sur Terre, et que c'est ça la vraie grandeur, c'est l'intelligence, c'est le génie, c'est l'innovation. C'est la brillance, c'est les mathématiques. C'est l'ingénierie, c'est l'invention. Et que ce monde, qui avait influencé le pape Gerbert d'Aurillac, par exemple, le pape Sylvestre, grâce à qui les Capétiens sont arrivés au pouvoir, donc c'est le monde arabe qui a influencé le pape qui parlait arabe, qui a créé la grandeur monarchique française avec les Capétiens. Tout de même. Eh bien, ce monde arabe aurait besoin de se replonger dans ses racines, de ne pas céder à la facilité néronienne de créer des statues géantes, de claquer de l'or pour rien, un Néron qui avait aussi une salle à manger tournante en pleine Rome antique avec vue sur le cirque Maxime. Eh bien, cette oscillation dans le monde arabe, entre Abu Dhabi qui gère bien son argent, et Dubaï qui fait des îles flottantes complètement stupides, alors qu'ils avaient plein d'espace, dans le désert c'est pas l'espace qui manque, et qui aujourd'hui a besoin de l'argent des oligarques russes pour se maintenir à flot parce qu'il a trop construit, eh ben je rêve d'un monde arabe qui exprime et qui exploite son intelligence, plutôt que d'un monde arabe qui méprise son propre peuple, et qui jette les bénédictions géologiques qu'il a reçues par les fenêtres.